Voilà, donc moi, il y a 13 ans, j'étais dans ces murs, j'étais à l'Université de Montréal, dans le département d'anthropologie, dans le bureau qui est juste au fond du couloir quand vous sortez. Et j'étais en post-doctorat au département d'anthropologie et de sciences politiques, après une thèse de doctorat que j'ai faite à l'EHESS en histoire et civilisation de l'Afrique. Et comme vous l'avez vu en fait dans ma présentation biographique, j'ai d'abord fait une maîtrise d'histoire du Brésil, ce qui montre que la question du centre et du champ est quelque chose qui est vraiment, je ne vais pas dire au cœur de mes stratégies, mais en tout cas au cœur de mes difficultés pour arriver à l'objet essentiel de mon champ d'études, qui est les questions africaines et panafricaines. Puisqu'à l'époque, au milieu des années 2000 en France, quand vous vouliez traiter des questions noires, vous étiez immédiatement vu en tant que personne noire comme étant pas objectif sur le plan scientifique. C'est-à-dire que le fait d'avoir une identité biaiserait en fait notre approche scientifique du problème dès lors qu'il concernerait nos propres questions. Et donc j'ai eu un clash avec un professeur d'histoire de l'Afrique qui fait que je me suis décentré en fait sur l'histoire du Brésil et notamment sur l'histoire des autochtones au Brésil, que je suis passé vraiment par la diaspora pour ensuite revenir dans une autre institution, donc à l'EHESS, sur l'histoire de l'Afrique. Et c'est quelque chose qui pour moi est important. J'ai fait ma thèse de doctorat en histoire de l'Afrique sur un historien, Walter Rodney, qui est né en Amérique du Sud, qui a beaucoup impacté au niveau de l'Amérique du Nord et de la Caraïbe, également au niveau de l'Afrique. Et donc, du coup, j'ai eu un dilemme déjà en termes de choix d'études Area Studies. Et en choisissant l'histoire de l'Afrique, je savais que je me condamnais d'une certaine manière à avoir moins d'opportunités et évidemment moins d'argent que si j'avais pris histoire de l'Amérique du Nord ou études politiques. Donc ça, c'est un premier élément je pense, qui est important. Donc la notion de circulation, la notion de centre, elle est intéressante. Et donc lorsqu'on m'a invité pour ce colloque, voyant effectivement le titre du colloque Décentrer le champ des études noires, je me suis effectivement interrogé sur les mots, sachant que nous, dans notre approche, quand on parle de décentrer, on va plutôt parler de décoloniser. Et en même temps, quand on parle de décentrer, on peut également plutôt penser à recentraliser ou recentrer, d'où effectivement l'intervention tout à l'heure de Aziz Fall qui parlait de la nécessité de s'auto-centrer plutôt que de se polycentrer. Et moi, dans mon approche, pour moi, la question des études noires fait partie du panafricanisme. Le champ des études noires, il s'inscrit dans une dimension qui est celle du panafricanisme et que c'est par rapport finalement à cette question du panafricanisme qu'il est peut-être intéressant de recentrer ou de décentrer le champ des études noires. Ensuite, un autre élément, c'est la question des fondations. Alors moi, pendant 10 ans, j'ai boycotté les États-Unis sous Obama, j'ai refusé d'y venir. Et sachant le champ sur lequel je travaille, donc les études panafricaines ou les études noires, afro, etc., le fait de boycotter les États-Unis, qui est un choix politique, vise à montrer qu'on peut construire des études noires, une réflexion sur cette question-là, sans passer par l'Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'il faut provincialiser l'Amérique du Nord, qui s'est toujours pensée comme étant le centre de commandement de la question noire, du fait notamment du poids des Noirs américains. Et pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important, d'où le fait qu'il est important de regarder ce que produisent les Afro-Brésiliens, ce qui se produit dans l'hémisphère sud, et vraiment de provincialiser la partie nord-américaine, en sachant que le Canada a une position un peu différente. Un autre élément également alors j'avais un PowerPoint, je ne sais pas s'il est... bon, c'est pas grave. Voilà, un autre élément, c'est que donc du coup dans la question des lieux et de recentrer ou décentrer, il y a la question des fondations. C'est-à-dire que plus vous vous attaquez à quelque chose qui est enraciné, qui a des fondations profondes, plus le fait de bouger le centre, comme disait Ngugi wa Thiong'o, moving the center, va être particulièrement difficile parce que selon moi, ce dont nous avons à parler aujourd'hui, derrière ces mots de décentrer le champ des études noires, surtout ici dans l'université, ce n'est pas tellement le transfert spatial de compétences. Alors que pour moi, l'enjeu, ce n'est pas forcément qu'il y ait des études noires à l'Université de Montréal ou à McGill ou à Concordia. Ce n'est pas le transfert spatial de compétences, mais vraiment le transfert social de pouvoir.
parce que pour moi, j'inclus évidemment les Black Studies, les études noires, dans le contexte du Black Power. Voilà, donc c'est un savoir qui a du pouvoir. Et donc, on ne peut pas penser la question du centre ou du décentrage sans aborder donc la question du pouvoir. Alors, Walter Rodney, donc, sur qui j'ai fait ma thèse, est une des figures qui m'a aidé en fait à penser le panafricanisme. J'ai souvent tendance à dire que je n'ai pas fait une thèse, mais que c'est la thèse qui m'a fait et qui m'a construite. Et Walter Rodney est, de ce point de vue-là, une figure extrêmement intéressante et pertinente. Donc, il est né, donc, comme je disais, en Guyana, en 1942. Donc, il fait des études assez brillantes, boursier à Georgetown. Il étudie à l'Université des West Indies, à la School of Oriental and African Studies à Londres. Et il fait une thèse donc, sur l'histoire de l'esclavage au niveau de la côte de Guinée supérieure, ce qui l'amène à l'époque à travailler sur des archives espagnoles, italiennes et portugaises, et donc à lier en fait la question coloniale avec la question nationale de l'époque. De manière assez intéressante, il se forme aussi au marxisme. Alors déjà dans son enfance avec ses parents qui étaient des militants politiques, puis ensuite à Londres avec C.L.R. James de manière autodidacte, et à l'art oratoire. Donc il s'inscrit dès le départ dans ce profil de l'intellectuel organique engagé, scholar activism, qui me semble extrêmement important parce que ce sont ces figures-là qui ont en réalité construit le champ des études noires. C'est des intellectuels engagés, c'est des gens qui n'avaient pas forcément des PhD, mais qui ont été capables de produire du savoir dissident à partir de réalités sociales qui échappaient justement au monde classique de l'université. Donc Rodney, il fait un peu la jonction entre les deux. Il a ensuite des postes à l'université de Dar es Salaam, puis à l'université des West Indies. Il y a l'épisode de l'expulsion de la Jamaïque au retour de Montréal, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Quelques-unes de ces productions également intéressantes qui obéissent toutes à des stratégies éditoriales assez particulières sur lesquelles je pourrais peut-être revenir dans le débat. Et en 1974, il retourne en Guyana, il s'engage politiquement contre le pouvoir en place jusqu'à être assassiné en juin 80. Alors, ce qui m'intéresse dans la partie qu'il passe en Guyana de 74 à 80, c'est que durant 6 années, il n'a pas de poste universitaire, mais il va continuer à produire de l'histoire et il va, selon moi, développer ce concept important de l'historien prolétaire, de l'intellectuel prolétaire, qui me semble assez important parce que lorsque l'on aborde effectivement la question des études noires, ça a été relevé par pas mal d'intervenants précédemment, notamment ceux qui sont dans le travail social et les activistes, eh bien c'est souvent un travail que l'on fait en ayant le ventre vide. Voilà, on produit du savoir, on est sur le terrain, on donne aux autres, mais on est soi-même parfois dans une forme d'indigence qui est visible notamment dans les milieux militants. Nous avons beaucoup de personnalités qui ont un poids très important dans la vulgarisation de l'histoire de l'Afrique, mais qui vont vivre dans des conditions matérielles particulièrement dégradantes, en tout cas paradoxalement éloignées de leur importance et de leur influence. Ça renvoie aussi à un autre enjeu, je pense, qui est important, c'est la question de l'incorruptibilité. C'est comment on développe aussi des idées contre un système qui a les moyens d'acheter nos idées. Et ça aussi, c'est un enjeu fondamental parce que c'est tout simplement ce qui se passe au niveau de l'université. Et c'est ce qui explique également ma position sur le fait que je suis assez vite en fait sorti du milieu universitaire pour davantage me centrer sur les milieux militants, sur les organisations et sur les mouvements, dans l'idée que ce qui compte dans l'intitulé du colloque d'aujourd'hui, dans le fait de décentrer le champ des études noires, pour moi l'enjeu, c'est comment on casse les organigrammes à tous les niveaux. Aujourd'hui, on a des organigrammes qui sont datés, qui ne sont absolument pas adaptés aux enjeux sociaux, politiques, économiques et culturels des mondes noirs, mais pas que. Et donc, il faut les casser. Il faut casser l'organigramme de l'Union africaine, il faut casser les organigrammes d'un certain nombre de structures qui produisent du savoir. Et en même temps, il faut proposer un certain nombre d'alternatives. Donc, Walter Rodney, il est dans plusieurs champs, panafricanisme, anti-impérialisme, marxisme, internationalisme noir, Black Power, Rastafari, etc. Également dans plusieurs espaces, donc né en Guyana, il étudie en Jamaïque, puis en Angleterre, il part en Tanzanie. Donc là, on est dans le giron de l'Afrique de l'Est, qui est différent de tous ceux qui sont partis en Afrique de l'Ouest. Et il a également des étapes
aux États-Unis, où il participe notamment au lancement de l'Institute of Black World, l'Institut du monde noir à Atlanta, à Cuba, où il a pas mal d'analyses sur justement la question noire à Cuba, également en Union soviétique et en Allemagne de l'Ouest. Alors, dans les fondamentaux qui me semblent importants par rapport à la question des études noires, sa position notamment sur la traite et l'esclavage et le panafricanisme est importante. Donc, le panafricanisme, c'est un mouvement qui est né dans la Caraïbe, plus précisément en Haïti. C'est la révolution haïtienne qui marque la naissance du panafricanisme. Pour la première fois, on a des Africains, des hommes et des femmes nés en Afrique, à l'extérieur du continent africain, qui libèrent un territoire et qui ne font pas que le libérer, puisqu'ils considèrent que le principe le fait de se libérer nous donne comme devoir d'aider à la libération d'autres peuples et d'autres territoires. Donc c'est une révolution. Une révolution, c'est quand on se libère et qu'on va aussi libérer d'autres personnes ou qu'on les accompagne dans leur processus de libération. Et c'est ça, je pense, qui est extrêmement important à avoir à l'esprit. Donc le panafricanisme, c'est un mouvement révolutionnaire qui est également dans la résistance menée donc par les millions d'Africains qui ont été déportés dans un processus de racialisation. Donc c'est le moment de la naissance de la question noire qui se repose notamment sur l'esclavage et le capitalisme. Alors question noire que je résume à travers une citation de Joseph Kizerbo, qui renvoie en fait à qui la résume sous cette expression-là, c'est l'image constituée, entre guillemets, entre parenthèses, de la race noire, qui devient constituante pour des groupes qui se reconnaissent, entre parenthèses, parce que reconnus comme tels, entre parenthèses, noirs. C'est-à-dire que c'est vraiment ce système de l'esclavage, du capitalisme, du colonialisme qui a produit d'une certaine manière la question noire pour des peuples qui ne se distinguaient pas de cette manière-là, qui avaient déjà leurs propres appellations et dont les appellations ont été effacées du fait de la puissance de la suprématie blanche qui continue par exemple à exister encore aujourd'hui dans les phénomènes de migration. Moi, je me rappelle de manière un peu anecdotique, quand j'étais venu l'une des premières fois ici au Canada, à Toronto, j'avais croisé un ami d'enfance qui avait un nom totalement africain et à chaque fois qu'on croisait des gens, les gens l'appelaient John. Et il me disait, en fait, j'ai pris ce nom-là parce que les Blancs sont incapables de prononcer mon nom et j'en avais marre qu'ils le prononcent mal, donc je me fais appeler John. Donc la question même de la sémantique, elle est extrêmement importante et fait partie des enjeux qui se posent dans la réflexion sur les études noires et sur l'identité. C'est aussi comment des groupes se cristallisent ou sont cristallisés par le regard externe. Donc ça va être la question du cheveu, ça va être la question du nez épaté, de tous les stigmates et les stéréotypes qui vont servir à construire justement cette cristallisation identitaire autour de la figure noire. L'intérêt de Rodney, je fais très vite, c'est qu'il a aussi une analyse de la traite et de l'esclavage qui repose en fait sur une perspective, on va dire, marxiste et qui s'intéresse vraiment au rapport de classe et à la manière dont les sociétés africaines ont été déstructurées dans ce contexte de prédation économique et comment la prédation posée sur les sociétés va ensuite se développer, se diluer au niveau de la construction des diasporas. Sur l'histoire du panafricanisme qu'il propose, c'est une histoire qui s'écrit depuis le bas, donc avec des rapports de classe qui sont extrêmement importants parce qu'ils problématisent la question d'une soi-disant solidarité naturelle entre tous les Noirs. Donc lui, il est vraiment dans l'idée qu'il faut poser les questions de rapport de classe et interroger le rôle des élites africaines, des traîtres africains, qui sont des éléments de définition du sous-développement de l'Afrique. Là aussi, lors du congrès des écrivains noirs de Montréal en octobre 68, il a le débat avec Stokely Carmichael, où lui, il défend justement la vision d'une histoire de l'Afrique qui ne doit pas reposer uniquement sur les rois et les reines, mais qui doit vraiment reposer sur les classes sociales, les groupes sociaux marginalisés et invisibilisés. Et donc ça aussi, c'est un élément important. Il produit notamment lors de cette conférence un article sur l'histoire africaine au service de la libération noire, où il montre l'importance de penser les études noires en intégrant la dimension d'une conscience historique africaine pour justement les inscrire dans la longue durée, dans l'histoire globale et dans un ensemble de transition, de rupture et de circulation à la fois historique et géographique. L'un des éléments, je pense, qui se pose,
ici, en termes de problématiques, c'est comment les résistances africaines face aux dominations d'hier se retrouvent dans des grandes problématiques contemporaines qui doivent être au cœur justement des études noires pour que la signification intellectuelle et politique du travail sur les études noires puisse converger. Un autre élément, Rodney, donc, il est également au cœur de toute la dynamique de circulation du Black Power, du Rastafari, du panafricanisme dans la Caraïbe. Donc, il défend le projet d'une fédération des Antilles qui est un projet pan-caribéen ou panafricain à l'échelle de la Caraïbe, en sachant que le panafricanisme est né dans la Caraïbe. Il a des liens avec la révolution cubaine. Il est proche du mouvement Rastafari avec lequel il organise des groundings, c'est-à-dire qu'il décide d'aller enseigner à l'extérieur des murs de l'université. Il sort de la Tour d'Ivoire. Et donc, c'est vraiment le processus de sortir le savoir de l'université vers la rue et constater que les gens de la rue ont un savoir et une connaissance qui est parfois plus fine que ceux du monde universitaire, lesquels vont faire leur terrain auprès des gens qui sont dans la rue, qui ont une autre conception des relations sociales. Il milite pour l'africanité de la Jamaïque et l'enseignement d'une langue africaine et de l'histoire de l'Afrique, ce qui lui vaut d'être très rapidement surveillé par les autorités jamaïcaines et américaines. Et donc en octobre 68, quand il vient à Montréal pour le congrès des écrivains et artistes noirs, il a donc ce débat avec Stokely Carmichael qui est extrêmement intéressant. Et il est ensuite interdit de rentrer donc, en Jamaïque, ce qui va déclencher les plus grandes émeutes de l'histoire de la Jamaïque et de la Caraïbe post-indépendance. Donc c'est des émeutes qui auront des répercussions à Montréal, à Toronto, à New York et dans la plupart des villes où il y avait des diasporas caribéennes, les Rodney Riots. Et c'est un peu le point de départ de tout ce qui va donner un an plus tard, pile, ce qu'on a vu à George Williams, c'est tous les débats sur l'African Studies et l'African Heritage Studies Association. Donc Rodney fait un peu circuler ses idées dans tout cet espace-là. Et lorsqu'il part, par exemple, en Angleterre, sur l'escale qui le ramène en Tanzanie, puisque quand il est expulsé de la Jamaïque, Julius Nyerere, le président tanzanien, dit que si vous, dans la Caraïbe, vous ne voulez pas de Rodney, c'est un fils de l'Afrique et donc sa place est sur le continent africain. Donc il va rentrer en Tanzanie et en rentrant en Tanzanie, il fait une escale à Londres où il dépose le manuscrit de ses conférences en Jamaïque qui vont être publiées sous le titre de Groundings with My Brothers, qui est le premier ouvrage de la première maison d'édition noire afro-caribéenne d'Angleterre. Et c'est une maison d'édition qui est liée à partir de cette publication, qui a été faite de quelle manière? Eh bien, quand le manuscrit est arrivé à Eric et Jessica Huntley, ils ont estimé qu'il fallait le publier. Et donc, ils ont fait du porte-à-porte dans la communauté noire de Londres pour récolter les fonds qui ont permis de publier Groundings with My Brothers, qui est le point de départ de la maison d'édition Bogle l'ouverture Publication. Donc, on voit aussi comment les stratégies de publication les stratégies éditoriales se développent également dans ce contexte de Black Studies. Alors l'école de Dar es Salaam, très rapidement, il arrive en Tanzanie dans un climat de révolution socialiste, progressiste, anti-impérialiste qui font que Ngugi wa Thiong'o dit que Rodney fait de la Tanzanie le hub intellectuel révolutionnaire de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique et du tiers-monde en général. Et il va donner un certain nombre de cours à l'université Dar es Salaam. Donc, les deux plus importants, c'est le panorama de l'histoire africaine coloniale et post-coloniale, où il s'inscrit donc dans la révision des programmes universitaires sur la base de ce que faisaient également ceux qui développaient les Black Studies aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il faut corriger les éléments factuellement faux sur l'histoire des Noirs et l'histoire de l'Afrique, donc un travail de correction, de description, donc il faut décrire la vie des Noirs, la vie des Africains, etc. Et pour la décrire, il faut les décriminaliser, puisqu'une grande partie des archives que l'on a sur la vie des Noirs sont des archives policières, judiciaires, etc. Et dans les archives policières et judiciaires, c'est des archives d'injonction où, on interroge les gens par rapport à des crimes, alors qu'en réalité, pour relater l'histoire, il faut interroger les gens par rapport à des activités. C'est-à-dire que la police va vous dire est-ce que c'est vous qui avez fait telle chose, alors qu'en réalité, le travail, c'est de dire qu'est-ce que vous faisiez tel jour à telle heure, etc. Et là, les gens, en fait, racontent leur histoire. Et c'est ça, en fait, qui permet de décriminaliser quelque part les sources coloniales ou de lire de manière différente, en filigrane, ce que disent ou ce que ne disent pas les sources coloniales, notamment les sources policières et judiciaires qui sont
le gros des sources de l'histoire coloniale africaine et d'une grande partie de l'histoire noire. Il fait également un cours sur l'histoire des peuples noirs des Amériques, qui est le premier cours d'histoire de la diaspora africaine dans une université africaine, ce qui fait que des étudiants de la Caraïbe et des États-Unis noirs vont partir étudier à Dar es Salaam, donc en Afrique, pour apprendre l'histoire de la Caraïbe. Et c'est extrêmement intéressant de se dire qu'en fait, on peut aller aussi apprendre cette histoire-là en Afrique. Il faut également que cette question des études noires ne soit pas justement ce fameux ghetto nord-américain qui est très problématique, mais vraiment fondamentalement problématique. Moi, quand j'ai boycotté 10 ans les États-Unis, j'y suis retourné en 2022 à Philadelphie pour l'African Studies Association, ce qu'ils insistaient vraiment, parce qu'il y avait la Russie, l'Ukraine, etc. Et là, j'ai découvert qu'en 57 ans d'existence, il n'y avait jamais eu la moindre conférence de cette plus grande réunion des études africaines en Afrique. Ça a toujours été aux États-Unis. Ce qui pose des questions de visa, d'asymétrie, etc. Donc il y a vraiment des enjeux qui nécessitent vraiment de vous connecter avec des universitaires en Afrique, des universités en Afrique, des groupes d'étudiants en Afrique. Alors, je vais terminer avec cette longue, enfin presque terminer avec cette longue citation que je vais lire in extenso, qui répond un peu à la thématique d'aujourd'hui. Donc c'est Rodney, dans des entretiens à l'Institut du Monde Noir. Il dit ceci: « J'ai eu le rare privilège de voyager, vivre et travailler avec des Noirs dans beaucoup de contextes. Cela m'a sensibilisé sur comment nous devons comprendre la particularité de situations différentes. Au sujet du panafricanisme, au sujet de la solidarité internationale dans le monde noir, quelle que soit la zone du monde noir où nous vivons, nous avons une série de responsabilités. L'une des plus importantes est de définir notre propre situation. Une seconde responsabilité est de présenter cette définition aux autres parties du monde noir, en réalité à tout le monde progressiste. Une troisième responsabilité, et je le pense dans l'ordre de priorité, est d'aider les autres dans une partie différente du monde noir à réfléchir sur leur propre expérience particulière. La priorité est de nous adresser aux nôtres, et c'est ce que Stéphane Martelly disait hier, la priorité est de nous adresser aux nôtres, c'est comme cela que nous analysons où nous en sommes. Ensuite, nous pouvons dire aux autres participants de la lutte dans le tiers-monde, voici l'analyse à nos yeux de ce qui se passe. Ces gens l'apprendront et en feront ce qu'ils en veulent, mais s'ils ont un sens de l'internationalisme, ils la traiteront très sérieusement. Et seulement alors je serai en position de dire que de notre point de vue particulier, la lutte avance dans cette direction, où voici comment votre analyse me semble pouvoir fonctionner, où à la lumière de notre expérience ici ou là, nous aimerions interroger tel ou tel aspect. Je pense que cette longue citation répond ou apporte des éléments de réponse à la thématique du colloque. Et quelques points de conclusion, c'est de rappeler que les études noires sont nées à la suite de la demande pour une histoire populaire et communautaire. Donc quand vous lisez les archives de l'époque, ce que demandent massivement les étudiants, c'est de l'histoire noire, c'est de l'histoire. Donc on ne peut pas penser la question des études noires sans que l'histoire ne soit au centre du jeu. Et donc il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Il faut que l'histoire prenne conscience qu'elle est la matrice de cette réflexion sur les études noires. Deuxièmement, les études noires réunissent effectivement plusieurs champs qui ont été évoqués: African-American, Afro-Américaine, African-Américaine, Africana, Africologie, Haitian Studies, Caribbean Studies, etc., qui pour moi doivent être vraiment regroupés dans une perspective panafricaine qui est pour moi la plus pertinente du point de vue transversal, pour ne plus démultiplier des études jusqu'à n'en plus finir, mais justement les recentrer sur le panafricanisme qui est le champ naturel des études noires. Troisièmement, l'histoire de l'Afrique est l'angle mort des études noires et l'histoire du panafricanisme est la synthèse pragmatique des études noires qui doivent lier l'Afrique et les diasporas. Quatrièmement, les études noires offrent une approche disciplinaire, multidisciplinaire, interdisciplinaire, transdisciplinaire que j'ai retrouvée dans le parcours et les contacts que Rodney a pu avoir. Et le dernier point, ce sont des études qui sont un enjeu de décolonisation globale, dans le sens où elles visent à refonder les relations de pouvoir historiques et un outil d'appropriation des ressources culturelles noires par la suprématie blanche, d'où la bataille autour de la perspective et de la situation, donc la question de l'afrocentricité et de la situation qui dirige les programmes et d'où parlent les études noires. Alors sur par exemple la question de l'appropriation des ressources culturelles noires, ce serait par exemple mettre dans les études noires la question du jazz, du rock, du tango, de la country, c'est-à-dire des cultures populaires noires, mais dont les figures noires ont été invisibilisées pour rentrer justement dans le domaine, entre guillemets, de la culture blanche dans laquelle on serait étranger. Merci pour votre attention.